Bonjour tout le monde. Bien content de vous retrouver pour cette séance d'information sur la fiscalité et les aînés. Sans plus tarder, on va vous expliquer un peu le déroulement de la séance. Je ne serai pas seul. Je vais être accompagné de mes collègues que je vais nommer dans quelques instants. Je débute tout simplement pour vous dire pourquoi la chaire en fiscalité et en finances publiques fait des séances d'information en période de saison des impôts. La Chaire a notamment pour objectif de diffuser des connaissances sur les enjeux socio-économiques qui sont relatifs notamment à la politique fiscale. Donc, on pourrait dire que c'est encore très loin de la fiscalité et de la saison des impôts. Mais on a également comme objectif de diffuser la connaissance auprès d'un large public, puis de favoriser la compréhension des mesures en place. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à faire des séances d'information sur la fiscalité. Alors, l'équipe aujourd'hui qui sera avec vous pour parler de fiscalité, il y a Chantal Amiotte, Sophie Bélanger, Caroline Lavoie et Luce Samoisette et moi-même, Luc Godbout, pour mettre la table avant que les autres prennent la balle au bon et décortiquent un peu les mesures fiscales qui touchent davantage les aînés. Avant de rentrer dans le détail du langage fiscal, peut-être vous dire quelques éléments. Premièrement, la séance est enregistrée. Donc, s'il y a des éléments dans la séance que vous avez moins bien compris, que vous voulez réécouter, ça sera possible là, dans un jour ou deux sur le site de la chaire de trouver facilement le lien pour réécouter la séance. Également, il y avait une séance des nouveautés fiscales qui a été produite hier et donc qui va être également en ligne. Si vous n'avez pas pu l'écouter puis vous voulez l'écouter, vous allez pouvoir voir toutes les nouveautés fiscales. J'en profite également pour vous dire que vous avez été nombreux à nous envoyer des questions. Alors, on a tenté d'intégrer directement les questions à l'intérieur de la présentation. Donc, il n'y aura pas nécessairement une question qui va apparaître et on répond à la question, mais les questions ont été intégrées dans la mesure du possible à travers la préparation de cette présentation-là. Parlant de la présentation, le langage fiscal parfois peut être complexe. Donc, on a tenté, là, même si ce sont des fiscalistes, de ne pas recourir à des acronymes là, et d'être le plus clair possible, de ne pas parler d'une T1, TP1 quand c'est possible de parler de déclaration fiscale, etc. De votre côté, par contre, il faut quand même rester attentif. Le choix des mots est important. Des fois, on peut parler de revenus nets, des fois, on peut parler de revenus imposables. Des fois, lorsqu'on parle de crédit d'impôt, on peut dire il est remboursable ou il est non remboursable. Bien, ça, il faut comprendre un peu. Donc, je n'expliquerai pas tous les concepts fiscaux, mais peut-être dire, quand on parle d'un crédit d'impôt remboursable, ça veut dire que même si vous n'avez pas d'impôt à payer, l'État va vous envoyer la valeur du crédit d'impôt auquel vous avez droit. Dans le cas d'un crédit reportable, ça veut dire que si vous n'utilisez pas un crédit cette année, l'État va vous permettre d'utiliser le crédit d'impôt une autre année. Et dans le cas de crédit transférable, ça pourrait vouloir dire que si vous n'avez pas besoin du crédit, vous allez pouvoir le transférer, notamment à votre conjoint. C'est le genre de subtilité qu'on peut préciser, mais des fois, en l'expliquant vite fait, si on ne donne pas la définition de chacune des expressions, on veut faciliter le message ici en prenant quelques instants pour faire quelques clarifications. Avant de débuter la présentation, la chaire, au fil des années, ce n'est pas la première année qu'on fait des séances d'information sur la saison des impôts, mais on a développé aussi une série d'éléments. Donc, vous en voyez 5 à l'écran. Je vais les reprendre un à un pour essayer de vous dire comment ça peut vous aider à préparer ou à mieux comprendre la fiscalité ou à préparer vos déclarations d'impôts. Je commence par la mesure, le guide le plus fondamental, peut-être sur notre site, le guide des mesures fiscales. Donc, ça comprend 75 fiches qui sont regroupées par thème. Donc, si vous voulez aller voir euh, la fiscalité des aînés, bien, il y a un onglet aînés et quand vous cliquez sur l'onglet aînés, ça s'ouvre et là, puis il va y avoir toutes les fiches qui touchent de près ou de loin la fiscalité des aînés. Si vous voulez aller voir tout ce qui touche la santé, bien, vous cliquez sur l'onglet et tous les crédits d'impôt relatifs aux frais médicaux et autres particularités, vous allez avoir accès. Les fiches sont conçues dans un langage accessible le plus possible et
lorsque c'est possible, les notions du gouvernement fédéral et du Québec sont dans la même fiche et on vous explique les subtilités et les différences. S'il y a trop de distinctions entre le gouvernement fédéral et le Québec, ça ferait l'objet de 2 fiches distinctes. Donc, ça, c'est le guide des mesures fiscales. On a mis le lien ici, là, dans le bas du diaporama. Donc, si vous avez accès au diaporama, vous allez pouvoir cliquer. Mais sinon, le site de la Chaire est relativement facile d'accès. Donc, ça, c'était le guide des mesures fiscales. On passe au guide des transitions de vie. Donc, le guide des transitions de vie change d'approche et vous dit, selon différentes facettes de votre vie, donc, par exemple, prendre la retraite. Et là, on va donner un cas type d'une personne, soit en couple, soit un célibataire, qui arrive à l'approche de la retraite. Voici des événements qui peuvent survenir et voici les crédits d'impôt pour lesquels vous pourriez avoir droit que vous n'aviez pas droit par ailleurs. Vous voyez un autre exemple ici, aîné quittant son domicile. Donc, là, on voit les mesures, les nouvelles mesures auxquelles vous pourriez avoir droit. Encore une fois, donc, il y a 10 transitions de vie et il se retrouve sur le site avec un peu de détails sur les différentes mesures fiscales qui peuvent interagir selon la situation. On a également cette année ajouté des capsules lorsque vous produisez des déclarations d'impôts. Des fois, il y a des situations un peu plus particulières. Je donne l'exemple de le décès d'un contribuable. Bien là, il y a une capsule qui explique un peu qu'est-ce qui se passe dans la production de la déclaration d'impôt d'un décédé. Il va se rajouter dans les prochains jours d'autres capsules, notamment sur les revenus de location. Donc, quelqu'un qui a des immeubles locatifs, qu'est-ce qui pourrait être considéré dans la production de sa déclaration d'impôt? Il y aura des capsules sur les personnes handicapées, sur les aidants naturels, des capsules sur les frais de scolarité. Et à l'Université de Sherbrooke, on a quand même un bon nombre d'étudiants étrangers. Donc, la première fois qu'ils produisent une déclaration d'impôt, on a une série de capsules pour les aider à produire leur déclaration d'impôt canadienne. Donc, vous voyez un peu, c'est les capsules qu'on peut retrouver sur le site de la Chaire. On a également un calculateur de crédit d'impôt pour les aidants naturels. Les crédits d'impôt pour aidants naturels, il y en a un au fédéral et il y en a un au Québec. Même si les gouvernements ont voulu les simplifier, les crédits d'impôt restent relativement complexes. C'est difficile de savoir si on est admissible. Donc, la façon la plus simple qu'on a trouvée, c'est un petit calculateur. Vous répondez à une série de questions et au terme des questions, selon les réponses que vous donnez, selon les revenus que vous indiquez, on va vous dire, bien, vous avez droit au crédit d'impôt du fédéral, vous avez droit au crédit d'impôt du Québec et voici la valeur du crédit d'impôt auquel vous devriez avoir droit. Donc, encore une fois, il y a un lien pour accéder à ce crédit d'impôt-là. Et je vous donne un dernier calculateur qu'on a mis en ligne dans les derniers jours, où là, 8 des crédits d'impôt les plus fréquemment utilisés. Donc, on va sur le site et là, vous voyez les crédits. Il y a des crédits qui concernent la famille, mais il y a le crédit d'impôt aux solidarités, il y a le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés, crédit d'impôt pour la TPS. Et là, vous voyez que selon les réponses que vous donnez, est-ce que vous avez un conjoint, oui ou non? Est-ce que vous avez des enfants, oui ou non? On va vous demander quelques détails sur le revenu de vous, votre âge, votre revenu, votre conjoint, son âge, son revenu, etc. Et selon les réponses que vous aurez données, bien, vous allez voir la valeur des crédits, le nombre des crédits auxquels vous avez droit et les valeurs anticipées pour l'année 2026. Luc, si je peux me Oui, permettre, le calculateur, là, les 8 crédits pour lesquels tu parles, je veux juste faire remarquer aux gens, ce sont des crédits remboursables. OK? C'est vraiment juste les crédits pour lesquels, même si je n'ai pas d'impôt à payer, je vais pouvoir recevoir la valeur du crédit. C'est pour ça qu'on n'a pas la totalité des crédits, on est allé juste avec des crédits remboursables. c'est excellent, bon point. Et donc, ça veut dire que souvent, même, c'est des prestations que vous pouvez recevoir périodiquement. On l'appelle crédit, mais c'est même des allocations que vous pouvez recevoir aux 3 mois, là, périodiquement. On déborde un peu de la saison des impôts, mais au fil des années, la Chaire a développé d'autres outils web que vous pouvez utiliser en ligne. Il y en a un concernant à l'approche de la retraite, l'épargne requise et la valeur des régimes publics. Je vais vous montrer dans quelques instants les quelques questions faciles à répondre et l'impact que ça peut vous donner. Et il y a aussi un simulateur qui peut permettre aux gens, à l'approche de la retraite, toujours de dire, ben,
si je travaille une année de plus, quelles seront mes cotisations que je devrais verser au RRQ et quelle sera la bonification que je recevrai. Donc, juste pour pour l'épargne requise, vous voyez, on a 6 questions. On demande à quel âge vous voulez prendre votre retraite, à quel âge vous voulez demander vos prestations, quel est votre revenu anticipé à la retraite, quelle est votre espérance de vie, etc. Et là, ça vous dit la quantité d'épargne requise dans votre REER ou dans votre régime de retraite. Et ça vous dit aussi les prestations publiques que vous aurez, Pension de sécurité de la vieillesse du fédéral, RRQ du Québec. Et ça vous dit si vous les reportez, comment ils vont évoluer dans le temps, et, etc. Donc, vous dire la valeur que vous aurez. Et risque, si vous les reportez, ça risque de diminuer votre besoin d'épargne parce que vous allez utiliser votre épargne plus en début de retraite et moins vers la fin. Donc, l'autre simulateur demande un peu plus de travail. Il vous demande votre relevé de retraite Québec. Et là, selon l'âge que vous indiquez, ils vont vous demander quels sont les revenus que vous avez faits depuis que vous avez 18 ans. Encore une fois, il va vous demander pour les prochaines années, qu'est-ce que vous anticipez comme revenu de travail, à quel âge vous pensez prendre votre rente, demander votre retraite, à quel âge vous demandez vos prestations. Et là, ça va vous donner une série, ça va vous dire, ben voici sur la base de vous voulez prendre votre retraite à 65 ans, demandez vos prestations, par exemple, à 72 ans en 2038. Voici ce que vous recevrez en 2038. On le ramène en dollars d'aujourd'hui. Ça vous le dit pour le régime de base, les régimes supplémentaires qui existent depuis quelques années au RRQ. Et ça vous dit donc combien vous auriez droit. Et ça vous dit aussi la valeur de vos dernières années de cotisation si vous continuez de cotiser. Souvent, les gens ont l'impression que ça ne vaut plus la peine de continuer de cotiser parce qu'ils ont cotisé toute leur vie. Mais là, le simulateur vous le dit. Si vous cotisez pour l'année 2027-2028, selon les paramètres que j'ai donnés comme âge, là, voici le taux de rendement escompté sur vos cotisations. Et après, vous pouvez imprimer les réponses, les résultats reçus. Et dans certains cas, les gens le montrent à leur conseiller financier. Ça peut aider à faire la planification de la retraite. Alors, j'en ai dit déjà beaucoup. Place à la présentation et donc je vais laisser mes collègues vous présenter les principales mesures concernant la fiscalité et les aînés. Donc, c'est moi qui ai le plaisir de commencer. Donc, j'ai perdu la présentation. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un peut m'aider? Moi, je la vois, la présentation. Enfin, je ne sais pas si... C'est drôle, moi, je ne la vois pas du tout. Bon. Je vais essayer quelque chose. Je vais reprendre le contrôle. Parfait. Puis là, est-ce que tu vois la présentation maintenant? Oui, je vois la présentation. Reprends le contrôle. Je suis capable. Tu fais des changements? Je suis capable de faire les. Tu peux reprendre le contrôle. OK. Est-ce que là, on est rendu aux principales mesures du fédéral? Mais là, tu n'as pas repris le contrôle, là. Excusez-nous. À droite, en haut, complètement? Oui, j'y suis, là. OK. OK, bon, là, on y est. Bon, désolé à tous. Donc, 35 minutes juste pour vous montrer les mesures qu'on souhaite aborder. Le crédit en raison de l'âge, on commence par des mesures au fédéral. Ben, en fait, je dis au fédéral, mais ils vont être traités quand ils peuvent se traiter ensemble, on va le faire. Donc, on a le crédit en raison de l'âge, le crédit pour revenu de pension, le fractionnement du revenu de pension entre conjoints, le crédit canadien pour aidants naturels, qui est accordé par le fédéral, le crédit pour accessibilité domiciliaire, le crédit pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle. Puis après ça, au niveau du Québec, des mesures spécifiques, on a le crédit pour maintien à domicile, le crédit pour frais engagés par un aîné pour maintenir son autonomie, le crédit pour prolongation de carrière, ça ne sera pas long, on achève, le crédit pour le soutien aux aînés, le crédit pour les personnes aidantes, qui est un peu le pendant du Crédit canadien pour aidants naturels, et les frais payés pour des services spécialisés de relève. Donc, si je ne me trompe pas, on a tout près d'une douzaine de mesures qui seront abordées avec vous, une à la suite de l'autre. On commence avec le crédit en raison d'âge.
Le crédit en raison d'âge, vous le voyez ici, hein, il est accordé tant au fédéral qu'au Québec. L'objectif de ce crédit-là, en fait, c'est de viser à alléger le fardeau fiscal des personnes âgées qui sont à faible ou à moyen revenu. Okay? Chacun a des paramètres spécifiques, c'est-à-dire le fédéral et le Québec, mais il y a quand même des paramètres communs. On va commencer par regarder ensemble les paramètres communs, puis on ira après ça dans le détail pour chacun des niveaux de gouvernement. C'est un crédit qui est non remboursable. Luc le disait tantôt, un crédit non remboursable, et la plupart, en tout cas plusieurs crédits qu'on va regarder cet après-midi, sont des crédits non remboursables. C'est que le crédit contribue à réduire vos impôts, mais au moment où vos impôts sont déjà nuls, ben, il est généralement perdu, à moins qu'on lui donne la possibilité de que le crédit puisse être transféré à quelqu'un. Le crédit en raison d'âge, c'est un crédit non remboursable, mais quand votre impôt est rendu à zéro, il y a possibilité de le transférer. Le solde restant, donc en tout ou en partie, si on n'en a pas besoin, à notre conjoint. Okay? Les crédits ne sont pas toujours transférables à un conjoint. Ça dépend des situations. Fait que quand on vous dit que c'est un crédit transférable, normalement, il faut aller voir à qui je peux le transférer. Donc, non remboursable, mais on peut le transférer à notre conjoint. Et quel est le critère de base pour pouvoir y avoir droit? Ben, il faut avoir 65 ans ou plus à la fin de l'année. Donc, quelqu'un qui aurait eu 65 ans cette année, par exemple, je parle pour l'année 2025, j'ai eu 65 ans le 1er novembre 2025, ben, je pourrais réclamer le crédit sans problème. On verra après s'il sera réduit si nos revenus sont trop élevés. Avant de passer à la diapo suivante, peut-être juste vous préciser, quand on vous parle de crédit, un crédit, c'est quoi? C'est un montant qui est accordé. Souvent, on va vous parler d'un montant tantôt, là. Donc, c'est un montant auquel on applique un taux qui est fixé par le gouvernement. Donc, si je vous dis le crédit en raison de l'âge, bien, comment je fais pour faire son calcul? Bien, je dis, OK, c'est quoi le montant qui m'est accordé? Puis j'applique le taux du crédit. Généralement, au fédéral, on va parler de 14,5 pour l'année 2025. Donc, on passe au suivant, puis on va essayer de visualiser l'effet des crédits. Dans mes paramètres spécifiques du fédéral, OK, je vous dis, le crédit, le montant maximal, c'est 9 028. Je vous ai dit ça en disant, bien, je ne vais pas réduire mon impôt de 9 028 $. Je vais réduire mon impôt d'un montant de 9 028 auquel j'applique un taux de crédit de 14,5 %. Donc, ça pourrait me procurer une économie d'impôt de 1 309 avant l'abattement pour les résidents du Québec. Puis, comme nous, on réside au Québec, et là, je vais prendre pour acquis, c'est ça pour chacun d'entre nous, bien, la valeur de ce crédit d'impôt-là va être un peu moindre parce qu'on a une réduction d'impôt dans notre déclaration d'impôt fédérale pour considérer le fait qu'il y aura nos impôts produits au Québec. Ce qui fait que la valeur de l'économie d'impôt pour un résident du Québec, ça va être 1 093. Okay? Donc, c'est un montant fois un taux. Ce qui veut dire, je suis un aîné, j'aurai le droit à une économie d'impôt après l'abattement au fédéral de 1 093. Par contre, il y a une réduction qui s'applique si mon revenu excède 45 522 en 2025. Tout ça est toujours indexé. Bon, selon un calcul spécial, ce qui fait que quand j'ai un revenu qui totalise 105 709 pour l'année 2025, ben, je n'ai plus droit au crédit. Et c'est un peu ce qu'on voit ici. Okay? Le montant maximal que je peux avoir, c'est la valeur du crédit. Évidemment, moi, je n'ai pas des bons yeux. On devrait avoir 1 093. Et là, graduellement, quand mon revenu excède, ben, je commence à perdre le crédit. Si je passe au Québec maintenant, le crédit en raison de l'âge existe aussi au Québec. Il faut aussi avoir 65 ans pour y avoir droit. Et là, mes paramètres, c'est quoi? Bien, le montant maximal auquel le crédit et le taux du crédit qui s'applique au Québec, c'est 14 %. Donc, le montant maximal auquel j'aurai droit, c'est 3 906. 3 906 à un taux de 14 %, ça pourrait me donner une économie d'impôt de 547 $ du côté du Québec. On se rappelle qu'on avait 1 093 tantôt du côté du fédéral. Par contre,
il y a aussi une réduction ici qui s'applique. Et la réduction, elle n'est pas basée sur le revenu de l'individu, mais sur son revenu familial. Qu'est-ce que le revenu familial? Ben, c'est le revenu du contribuable et de son conjoint. Okay? Donc, ce qui fait que dans un couple, ben, c'est pas rare que notre revenu familial excède le seuil de réduction ici est à 42 090. Donc, c'est pas rare que le revenu familial excède ça, ce qui fait que si notre revenu familial dépasse 62 922, ben, on n'aura plus le droit au crédit. Fait que c'est, encore une fois, moi, j'aime bien l'idée qu'on ait illustré ici sous forme graphique. Je trouve qu'on le voit bien. Okay? J'ai le droit à un montant. Après ça, ben, ça plafonne, mais là, si le revenu excède, pouks, on le perd. Et à 62 000, la valeur du crédit, elle est perdue. Donc, voilà pour ça. C'était notre premier crédit qui n'est pas très difficile pour y avoir droit. Il faut avoir 65 ans, puis il faut avoir le niveau de revenu qui va avec. Le prochain crédit, le crédit d'impôt pour revenu de pension et ou revenu de retraite, dépendamment si je suis au fédéral ou au Québec. Là, il n'y a pas tout à fait la même appellation, mais il existe aux deux paliers de gouvernement. Et comme tantôt, on a des paramètres communs et des paramètres spécifiques. On commence par notre paramètre commun. C'est encore une fois un crédit d'impôt qui est remboursable. Il contribue à réduire mes impôts. Et pour y avoir droit, ben, il faut que j'ai gagné du revenu de pension ou du revenu de retraite admissible. Donc, quand j'ai 65 ans ou plus, bon, des exemples de revenus de pension admissibles, on peut parler, par exemple, la rente d'un régime de pension agréé. Donc, à mon emploi, il y avait un fonds de pension en place et maintenant que je suis à la retraite, je reçois une rente du régime de pension agréé. C'est un revenu de pension qui est admissible. Les retraits qu'on fait d'un FER, okay, je reçois des sommes de mon FER, c'est du revenu de pension admissible. Qu'est-ce qui n'est pas du revenu de pension admissible? La pension de vieillesse. Donc, la pension de la sécurité de la vieillesse que je reçois, ça ne me donne pas droit à mon crédit pour revenu de pension. La rente du Québec, RRQ, ça ne me donne pas droit à mon crédit pour revenu de pension. Et la même chose, si je retire des sommes de mon REER, OK? Je n'ai pas encore 71 ans, j'ai encore un REER, je retire des sommes, des montants forfaitaires de mon REER, ça ne me donnera pas le droit au crédit pour revenu de pension. Okay? Il faut que ce soit des rentes ou des retraits d'un FER. Donc, je dois d'abord qualifier quelle est la nature de mes revenus de pension. Et ça, ben, c'est pas mal le même principe au fédéral et au Québec pour les aînés de 65 ans et plus. On a ici les paramètres de chacun des deux gouvernements, donc à gauche le fédéral, à droite le Québec. On vous donne les montants. Commençons par le fédéral. Le fédéral m'accorde un montant de 2 000, okay, et ça fait plusieurs années qu'il est fixé et plafonné à 2 000. On applique un taux de crédit de 14,5 %. Ce qui veut dire une économie d'impôt avant abattement pour résidents du Québec de 290 $. On va le prendre. Okay? Et celui-là, il n'est pas réduit en fonction du revenu de notre personne. Ce qui veut dire que si moi, Chantal, j'ai un revenu net de 100 000, ben, il ne sera pas réduit. J'aurai le droit à mon 2 000. Évidemment, il faut que j'ai eu au moins 2 000 de revenus de retraite au fédéral. Si j'en ai pas besoin de ce crédit-là parce que je n'ai pas d'impôt à payer. Hein. Je vous ai dit tantôt, c'est un crédit qui est non remboursable. Si j'en ai pas besoin, ben, je peux le transférer à mon conjoint. Du côté du Québec, le montant n'est pas le même. On parle de 3 470. Dans ce cas-là, j'applique un taux de crédit de 14 %. Et celui-là, okay, il va être réduit selon le niveau de revenu de la famille, donc du couple. Et il sera réduit lorsque le revenu excède 42 090. Avec un revenu familial de 60 000, tout près de 600 $, le crédit ne sera plus accordé. Il va être rendu à 0. Encore une fois, ici, ce crédit-là, c'est moi, j'en ai pas besoin. Il peut être partagé avec mon conjoint. On a ici une illustration qui vient montrer ce qu'on a en pointillé
c'est la valeur du crédit pour un résident du Québec dans la déclaration d'impôt au fédéral. Donc, on voit que le crédit augmente et là, en fait, le maximum que je peux avoir, c'est 242. Et POUX, il reste stable, peu importe le niveau de revenu. Au Québec, je peux atteindre jusqu'à une valeur de 486 mais je suis dans une certaine limite. Comme je disais tantôt, quand le revenu excède, je ne me rappelle plus par cœur le chiffre du Québec, 42 090, bien là, on commence à perdre le crédit, si bien qu'à 60 000, on n'y a plus droit. Donc, j'ai un petit peu plus au Québec, mais moins longtemps, et ça dépend du revenu familial, évidemment. Prochaine mesure, le fractionnement pour revenu de pension. Ça fait quand même plusieurs années que les mesures sur le fractionnement existent. Ça vaut la peine quand même qu'on répète. Des fois, on est des nouveaux aînés, fait que cette mesure-là ne s'appliquait pas à nous avant. Donc, ça existe au fédéral, ça existe au Québec. En fait, l'objectif un peu derrière ce principe de fractionnement-là, c'est de dire, ben, dans la planification ou dans la constitution de notre revenu de retraite, c'est pas toujours simple, OK, d'avoir bâti nos placements, nos revenus de retraite, en pensant dans le couple qui doit accumuler plus les REER ou il y en a un qui a un revenu de pension. Fait que le gouvernement, ce qu'il a dit, ben, je vais venir en aide à nos aînés pour qu'ils puissent mieux gérer leurs revenus de retraite et les équilibrer le tout, idéalement, dans un couple. Donc, c'est un peu le bien fondé de la mesure. Et tant mieux parce que c'est quand même une mesure qui est assez favorable tant qu'à moi. Je vous rappelle, OK, que le fractionnement du revenu de pension, ce qu'on fractionne, ce n'est pas le revenu qu'on a gagné, mais l'imposition. On partage l'imposition sur certains types de revenus qu'on a gagnés avec notre conjoint. En français, cet argent-là de mon revenu de pension qui est admissible continue de m'appartenir à moi, mais je demande à mon conjoint, est-ce que toi, tu es d'accord pour qu'on partage l'imposition là-dessus? L'argent continue de m'appartenir, contrairement à la rente du Québec où des fois on peut faire des partages de rente. Donc ici, je fractionne l'imposition entre un particulier et son conjoint et il faut que j'ai des revenus de pension que j'appelle des revenus de pension admissibles. Essentiellement, les revenus de pension admissibles, c'est le même principe que ce qu'on vient de parler dans notre crédit pour revenus de pension. Donc, des rentes qu'on a reçues d'un régime de pension agréé, des retraits qu'on a fait d'un FER, mais ça ne vise absolument pas la sécurité de la vieillesse et la rente du Québec. Donc, il faut que j'ai du revenu qui se qualifie. Et ce que je peux fractionner, c'est jusqu'à 50% de ce montant-là qui va être transféré l'imposition va être transférée au conjoint. C'est un choix qu'on fait, c'est un choix qui est annuel. Donc, et on peut le faire de façon différente au fédéral et au Québec. Et il faut avoir, finalement, on a des formulaires à compléter. C'est la T1032 au fédéral, c'est l'annexe Q au Québec. Et bon, il faut que les deux conjoints soient d'accord. OK? Je vous dis, il est possible de faire un choix différent au fédéral puis au Québec. On a une petite particularité au Québec qui dit l'auteur du fractionnement doit absolument avoir 65 ans, alors que c'est au fédéral. On ne nous dit pas quel âge doit avoir l'auteur du fractionnement. On nous dit il faut qu'il y ait un type de revenu de pension qui se qualifie. Le Québec, on a en plus la notion qu'il doit avoir 65 ans. Donc, voilà pour ça. Chantal? Oui. Chantal? Oui. On a reçu une question relativement au décaissement des FER. Là, je fais le lien avec ce que tu viens de parler. Là, je voulais tout de suite en parler. Alors, la question, c'est est-ce que le décaissement de mes FER peut affecter la récupération de la pension de vieillesse du Canada? Alors, à 65 ans, bien sûr, vous savez tous qu'on reçoit la pension de vieillesse du Canada. Et cette pension de vieillesse-là, elle est sujette à récupération dépendamment du revenu individuel de la personne. Et juste à titre d'exemple, à titre d'illustration, on commence à rembourser une partie de notre pension de vieillesse quand on a des revenus supérieurs, des revenus nets supérieurs à 93 454 $ et on la
ce qu'on récupère, c'est 15 de la différence entre mon revenu et le 93 000. Donc, si j'ai 100 000 de revenus moins 93, ça fait 7 000, je vais récupérer 15 C'est un impôt de récupération. Le fédéral va récupérer ça. Et le seuil de sortie va être 151 667. Alors, si je fais 151 667 de revenus nets, je vais retourner au complet ou je vais récupérer, le fédéral va récupérer au complet ma pension de vieillesse. Alors, quand je commence à recevoir mon FER, donc vous savez qu'avant le 31 décembre de l'année où j'atteins l'âge de 71 ans, je dois transformer mes REER en FER. Et après ça, il y a l'obligation de sortir un pourcentage minimum à chaque année de mon FER. Alors, ce pourcentage-là que je vais sortir, ce montant-là va être imposable à chaque année et donc va faire partie de mes revenus nets, ce qui pourrait affecter la récupération de la pension de vieillesse. Alors, ce que Chantal vous a dit, quand on veut partager, quand on veut fractionner le revenu de retraite, ça pourrait nous permettre de ne pas retourner en tout ou en partie la pension de vieillesse. Si, par exemple, j'ai 115 000 de revenus nets et je suis capable, avec mon fractionnement de revenus avec mon conjoint, de diminuer ça à 93 000, le gouvernement fédéral ne récupérera pas aucun montant de ma pension de vieillesse. Juste à titre d'illustration aussi, quand j'ai 72 ans, je dois sortir un minimum de 5,40 de la totalité de mon FER. C'est le minimum. Donc, il n'y a rien qui empêcherait les personnes, si on a le plus grand besoin, d'en sortir plus à chaque année, mais ça, c'est le minimum prescrit par le gouvernement. Et une autre illustration, à 85 ans, c'est 8,51 que je dois sortir de mon FER annuellement et les pourcentages sont comme ça année après année. Alors, ce que je vous ai dit à 72 ans, c'est si je dois sortir 5,40 de mon FER et que j'ai eu un rendement de 5,40 dans l'année, mon FER ne diminuera pas non plus. Alors, c'est dépendamment des rendements, bien sûr. Alors, la possibilité de fractionner le revenu va nous permettre peut-être de ne pas retourner en tout ou en partie la pension de vieillesse. Voilà. Merci beaucoup, Luce. Puis, effectivement, moi, j'ai un exemple ici pour illustrer la mécanique du fractionnement. L'exemple ici n'est pas dans une situation où une personne aurait été dans l'obligation de rembourser la pension de la sécurité de la vieillesse, mais Dieu sait il y a quand même beaucoup de montants en cause. C'est pas rare que dans un couple, l'économie d'impôt associée au fait qu'on fasse du fractionnement soit minimalement de 1 000 $. Okay? Puis ça peut atteindre des 4, 5, 6 000 des fois d'économie d'impôt. Donc, mais là, on n'est pas en termes de planification. Si on veut juste regarder un peu comment fonctionne le tout, je l'illustre à l'aide de l'exemple qui est ici. Donc, on dit, on a Claude et Gisèle qui sont des résidents du Québec. Ils ont tous les deux plus de 65 ans. Ils ont les revenus suivants. Donc, dans notre première colonne, on a Claude ici, puis on a Gisèle dans la deuxième colonne. Commençons. Claude, son revenu, c'est la pension de la sécurité de la vieillesse, 8 800, la Régie des rentes du Québec, 10 000, et il a des rentes en provenance d'un régime de pension agréé de 60 000. Donc, au total, Claude, son revenu net serait 78 800. Gisèle, de son côté, a la pension de la sécurité de la vieillesse et la Régie des rentes du Québec, et là, elle gagne 14 000. Je vous fais remarquer le revenu qui pourrait être fractionné, il est ici, c'est le 60 000, la rente d'un RPA. Claude, s'il voulait, il pourrait décider de fractionner, et si madame est d'accord, de fractionner jusqu'à 50 du montant de 60 000 avec sa conjointe. Donc, allons voir ce qui se passe si on fait du fractionnement. Dans l'exemple, ici, si on n'a pas fait de fractionnement, ici, c'est si on en fait. Donc, on reprend sans fractionnement. Okay, Claude aurait un revenu de 78 000, madame 14 000. Donc, le couple aurait à payer, ça je vous fais grâce des calculs, 14 266 $ d'impôts. Alors que si on fait du fractionnement, je prends le fameux 60, je le partage de monsieur à madame, ce qui fait que le revenu de monsieur est 48 800, le revenu de madame est 44 800. Okay? Donc, le revenu familial reste le même, mais chacun des contribuables, on a équilibré le niveau de revenu. Dans un tel cas, le couple aurait 1842, si je me
les yeux ne sont pas très bons. Alors, 11 000, mon Dieu, 11 842, excusez, 11 842 d'impôts à payer. Donc, on voit qu'en faisant du fractionnement, j'ai une économie d'impôt de 2 424 juste dans cette situation-là. Et je ne suis même pas en situation où monsieur aurait été tenu de rembourser sa pension de la sécurité de la vieillesse. Donc, les bienfaits du crédit, je pense que du fractionnement est là. Puis, peut-être vous dire, les logiciels, normalement, nous produisent un formulaire qui montre, voici si tu ne fais pas de fractionnement, ce que ça donne, voici si tu fais du fractionnement, ce que ça donne. Donc, on est en mesure d'identifier c'est quoi l'économie d'impôt pour le couple et de partager l'information. C'est sûr que dans notre cas ici, madame, elle n'avait pas d'impôt à payer, ça ne faisait pas de fractionnement. Puis avec le fractionnement, elle a 5 093 si je regarde d'impôt fédéral et Québec à payer. Ben, évidemment, dans un couple, des fois, on va dire, ben, c'est correct que je paye le 5 093, mais rembourse-moi. Donc, et les logiciels, normalement, nous donnent cette information-là sans problème. Donc, voilà pour le fractionnement du revenu de pension, qui est quand même une très belle mesure, tant qu'à moi. Chantal, oui. Juste avant, c'est un petit peu flou. D'ailleurs, tu dis que tu as de la misère à voir, mais Sophie et moi, on s'est aperçu que c'était flou quand il y a des images. OK. Fait que j'ai une proposition à faire. Je vais prendre le contrôle. OK. 2 secondes. Ouais. Je vais arrêter la présentation. Puis je vais remettre la présentation des fois qu'on réglerait ce problème-là. OK. Parce que, est-ce que toi aussi, tu voyais que c'était flou? Ben oui, mais moi, là, je l'ai associé à mes yeux. Non, mais c'est ça, j'ai entendu 2 fois dire que c'était à tes yeux, mais puis moi aussi, je le voyais flou. Okay. Donc... c'est mon jeune âge. tu peux essayer de reprendre le contrôle, voir si ça va être mieux. Parfait, OK. Donc, j'ai maintenant le contrôle. Là, pour moi, il n'y a pas de tableau, fait que ça va, là. Mais on continue comme ça? Vas-y. Vois-tu, pour moi, c'est encore flou. Je ne sais pas vous, là, mais pour moi, le fractionnement de revenu de pension, là, est encore flou. Aussi. OK. On passe au crédit canadien pour aidants naturels. Bon, ce crédit-là, OK, c'est pour aider les gens qui prennent soin d'un proche qui est handicapé ou qui, sans avoir le droit au crédit d'impôt, personnes handicapées souffrent d'un handicap. Puis donc, pour les aider à réduire leur impôt, évidemment. Parce qu'ils ont des, comment je pourrais dire, ils ont des responsabilités, des charges exactes, okay, supérieures à quelqu'un qui n'a pas personne dans son entourage qui souffre d'un handicap. Le crédit canadien pour aidants naturels, Luc le disait tantôt, les fameux crédits sont des fois un petit peu complexes, ils ont beaucoup de critères à rencontrer. On va essayer de mettre ça quand même relativement clair. Il faut que la personne, en fait, on peut le demander à l'égard de, moi je dis 3 catégories de personnes, ce crédit-là. Je peux le demander à l'égard de mon conjoint, okay, qui a un handicap, qui souffre d'un handicap. Il y a un volet qui est à l'égard d'un enfant mineur. Et il y a un autre volet qui est les autres personnes qui sont à notre charge. Donc, ça peut être des enfants majeurs, ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ça peut être des oncles, des tantes. Eux autres, je les mets toutes dans la même catégorie, là. Il y a quelque chose de spécifique pour l'époux. Il y a quoi pour les enfants mineurs qui se calculent quand même relativement bien. Nous, on va s'attarder aujourd'hui plus à l'époux ou aux autres personnes à charge. Et là, le critère à rencontrer, qui est le suivant, la personne à charge, elle doit être à notre charge en raison d'un handicap physique ou mental. Je l'ai mentionné tantôt, il n'est pas nécessaire qu'elle ait absolument droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées, cette personne-là, mais OK, il faut qu'on puisse démontrer, si jamais l'Agence du revenu du Canada nous posait la question, il faudrait qu'on ait peut-être une note du médecin qui atteste la nature de la déficience, OK, puis depuis quand la personne a cette déficience-là et finalement la durée. Faudrait dire, il faut qu'on soit capable de prouver que la personne dépend des autres en raison d'un handicap et pas juste
C'est pas juste une maladie à court terme ou des trucs de même. Donc, elle est à la charge de l'aidant en raison d'un handicap physique ou mental. Elle réside au Canada où elle a résidé à un moment donné de l'année et que son revenu, quand même, soit inférieur à 28 798, auquel cas, ça ne donne rien de toute façon. Si la personne, elle gagne 50 000, ben, c'est bien beau, je pourrais avoir le droit au Crédit canadien pour aidant naturel, mais je n'y aurai pas droit parce que son niveau de revenu est trop élevé. Fait qu'avant de faire trop de démarches, identifier le seuil de revenu. Mis à part le fait où c'est un enfant mineur, là, on va retenir le fameux seuil de 28 798. Ce crédit-là, c'est un crédit qui est non remboursable. Donc, encore une fois, il est basé sur... il vient réduire mes impôts, mais si jamais mes impôts sont déjà à zéro, j'y ai plus droit. Et comment on fait le calcul? En fait, il est basé sur 2 montants. Le montant supérieur auquel on peut avoir droit, c'est 8 601. Et là, donc, le 8 601 me pourrait, j'applique un taux de crédit de 14,5 %, ce qui me donnerait une économie d'impôt pour un résident du Québec, okay, de 1042. Et le deuxième montant auquel je dois considérer, c'est un montant minimal de 2687. Okay? On verra, on utilise le montant maximal ou minimal, dépendamment c'est qui la personne qui est à notre charge. Si la personne qui est à notre charge, c'est notre conjoint ou encore une personne à charge admissible, on va utiliser le montant inférieur. On va utiliser le 2687 dans un premier temps pour faire le calcul. Mais si le crédit pour aidant naturel est demandé à l'égard d'une personne majeure, à ce moment-là, on va utiliser le seuil maximal, le 8601. Si c'est un enfant mineur, ça va être le 2687. On continue, lâchez pas, on va essayer de mettre ça clair. OK? Je vous ai dit tantôt, le montant maximal, le fameux 8000, le chiffre 8601, OK? On dit, ben, il va être réduit selon le revenu de la personne qui excède 20 197. Ça veut dire que, quand je disais tantôt, si le revenu de la personne à charge excède 28 000, parce qu'on dit c'est 8 900 plus le 20 000, fait que si le revenu de la personne à charge excède 28 798, j'aurai plus droit au crédit. Fait que faisons plus de démarches, ça ne nous donnera rien d'y avoir droit. On ne pourra pas y avoir droit. Et je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez clair ici, mais on va illustrer quand même l'exemple qui est là. Je trouve ça un petit peu triste. Si toi, Luc, tu le présentes, penses-tu que ça va être plus clair? Est-ce que vous, c'est clair pour vous? OK, bon, ça semble beau. Il y a des pouces, il y a toutes sortes de figures. Donc, OK, mais je vais essayer quelque chose, OK? Bouge pas 2 secondes. Parce que le PowerPoint est beau tel quel, là, quand on le regarde. Là. Mais ça me... Je vais juste... Ça te dérange pas? Ça me dérange pas, là. J'ai quand même une version imprimée, là, fait que je vais être capable de nommer des trucs, là, s'il y a de quoi, là. OK, je vais essayer comme... Là, j'essaye ça. Là, j'ose. OK. Je vais prendre le contrôle, là. OK. Je bouge pas. Mais là, tu n'as plus le contrôle, là. Non, mais je peux le prendre. C'est ça, s'il y a de quoi, je peux le prendre. Là, tu vois, ça va pas bien, là. Ben... Là, vous voyez pas... Moi, je vois tout simplement la série de gens qui sont là, là. Oui, c'est ça. Bon, OK, on recommence. On n'a plus le choix. Bon, je te laisse. Oui. OK, on va comme ça. Puis les gens pourront y avoir accès. Là, tu reprends le contrôle? Je reprends le contrôle, allons-y. Mais c'est encore flou, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on voulait illustrer. Ici, on dit j'ai un particulier qui a un revenu net de 70 000. Puis lui, il s'occupe de son conjoint qui a une déficience.
puis on est admissible au Crédit canadien pour aidant naturel. Donc ici, l'exemple va démontrer la situation avec un conjoint, ce que je suppose qui est quand même relativement fréquent. Fait que la première étape qu'on a à regarder, on a mis deux mises en situation, c'est-à-dire la première, le conjoint n'a aucun revenu. La deuxième mise en situation, le conjoint a un revenu de 22 000. Donc, on est dans quelle situation? Imaginons qu'on est prenons la première. La première étape, pour réclamer le crédit, il faut d'abord demander le crédit pour époux ou conjoint de fait. Le crédit pour époux ou conjoint de fait, à la base, je vous l'informe, il est 16 129, mais comme notre conjoint souffre d'un handicap, on ajoute un 2 687. Okay? Et là, on dit, viens enlever le revenu de ton conjoint. Mon conjoint a 0 de revenu, ce qui fait que mon montant pour conjoint, pour époux ou conjoint de fait, il est de 18 816. Et là, rapidement, si on regarde si mon conjoint avait un revenu de 22 000, ben, j'aurais le droit à 0. OK? Parce que le 22 000 excède le seuil maximal de revenus permis. Donc, ça, c'est même pas le crédit canadien pour aidant naturel. La première étape, on commence par regarder le crédit pour époux ou conjoint de fait. On s'en va à la deuxième étape. La deuxième étape, on dit, le crédit pour aidant naturel, tu aurais le droit à 20. Je vous ai dit tantôt, quand quelqu'un gagne plus que 28 798, on n'a plus le droit à rien. Donc, c'est mon seuil de départ, 28 798. On dit, viens enlever le revenu de ta personne à charge. Dans le premier cas, ma personne à charge, elle gagne 0. Donc, je pourrais réclamer 28 798, mais le maximum permis, c'est 8 601. Le montant du crédit maximum, c'est 8 601. Puis là, on dit, ah, mais tu as déjà réclamé le crédit pour conjoint à son égard. Donc, je ne te donne plus de crédit canadien pour aidant naturel. OK? Fait qu'on a eu la limite inférieure via la première étape, le 2687, mais on n'a pas le droit de bonification, vu que c'est notre conjoint. Je vous montre le deuxième volet. On dit, si mon conjoint avait gagné 22 000, rappelez-vous l'étape précédente, quand le conjoint gagnait 22 000, on n'avait pas le droit à notre crédit pour conjoint, parce que mon conjoint gagnait trop cher. J'arrive au volet crédit canadien pour aidant naturel. On part de notre 28 000 de point de départ, on enlève le revenu de notre conjoint 22 000, ce qui fait qu'on aurait le droit à 6 798. Donc, on dit le crédit canadien pour aidant naturel maximal auquel tu as droit, c'est 8 601. Donc, on est correct avec le 6 798. Et comme ce montant, je viens enlever à ça le crédit pour conjoint que j'ai réclamé, c'est 0. Je vais donc avoir droit à un crédit canadien pour aidant naturel de 6 798 à un taux de 14,5 %. OK. Comment on peut rendre ça plus clair? Parce que là, vivent les logiciels qui vont faire le calcul. Ce qu'on veut dire, OK? Dans cette situation-ci, quand on a un conjoint qui est à notre charge, mais qui a quand même un revenu, ici 22 000, un revenu supérieur à ce qui nous aurait donné droit au crédit pour conjoint, supérieur à mon, je vais le donnez-moi 30 secondes, supérieur à mon 18 816, mais dans ce cas-là, oui, je vais aller chercher plus que le montant minimal. Je peux aller chercher ici 6 798. C'est pour ça que quand les gens nous posent des questions, est-ce que j'ai le droit au crédit canadien pour aidant naturel? Oui. OK, si on rencontre les critères. Maintenant, combien tu auras droit? Ben, ça dépend. Ça dépend du revenu de ton conjoint. Et si ce n'est pas ton conjoint, ben, c'est un autre calcul qu'on vient faire. Donc, on disait en début de parcours, ces crédits-là ne sont pas nécessairement simples à calculer. Ça va bien, on suit les lignes, là, mais il n'y a pas toujours la logique ou l'intuition. OK? Fait qu'à vous d'identifier les situations et si jamais les conjoints dans ce cas-ci, évaluer le niveau de revenu. Si vous savez qu'ils gagnent au-dessus de 28 000, 29 000,
on n'y aura pas droit. Sinon, ben, mathématiquement, le tout va jouer et quelle sera la valeur? Ben, ça peut être quelque chose entre 2000 et 9000. Là. Ça peut être ça, les montants auxquels on va appliquer les crédits. C'est ce que je voulais voir avec vous. J'espère que je ne vous ai pas trop mélangé avec mes petits calculs, mais l'idée, c'est d'identifier, puis après ça, ben, les logiciels vont faire des calculs. Le prochain crédit, c'est à moi? C'est à toi, allons-y. Merci Chantal. C'était très clair. Comment rendre simple quelque chose qui est compliqué, là, bravo. Alors, de notre côté, on va regarder les crédits qui sont un petit peu moins compliqués à calculer, en tout cas, ça c'est clair, et à comprendre aussi. Alors, on commence par le crédit d'impôt pour accessibilité domiciliaire. C'est au fédéral. Tantôt, on va en voir un aussi au provincial, mais là, on commence par le fédéral et on va reprendre ces critères-là. Alors, c'est les paramètres de 2025. C'est un crédit non remboursable. Ça veut donc dire que ça nous prend de l'impôt à payer pour être capable de réclamer ça. Le maximum des dépenses admissibles est de 20 000 et le taux du crédit au fédéral avant abattement est de 14,5 %. J'ai bien pris le contrôle, hein? Non? Oui. Bon, j'ai le contrôle. Parfait. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est admissible comme travaux. Okay? Alors, il faut d'abord que ça ait un caractère durable, que ça fasse partie intégrante du logement. Donc, ça ne peut pas être des réparations mineures, là, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que ça permette aux particuliers âgés de 65 ans et plus ou à une personne handicapée d'avoir accès à un logement, de s'y déplacer ou d'y accomplir des tâches de quotidienne ou pour réduire le risque que le particulier âgé de 65 ans ou plus ou la personne handicapée, bien sûr, ne se blesse à l'intérieur du logement en y accédant. Donc, c'est vraiment, vous voyez avec le titre du crédit, c'est pour l'accessibilité domiciliaire avec un caractère permanent. Quels sont les logements admissibles? Il faut que ça prenne une unité d'habitation, bien sûr, située au Canada et la propriété, elle est conjointe ou autre du particulier déterminé, donc celui qui va réclamer. Il est normalement habité au cours de l'année par ce dernier, bien sûr, celui qui réclame. Par le particulier admissible qui est normalement habité au cours de l'année par ce dernier et le particulier déterminé. Ça veut dire qu'on a un seul propriété, un seul propriété. Par contre, je vous dis un petit peu plus loin qu'on a un logement admissible, mais si au cours d'une année, on déménage, bien, on peut avoir 2 logements admissibles dans la même année, mais c'est un après l'autre, et le montant total ne pourra pas dépasser 20 000 quand même pour ces 2 propriétés-là. Alors, c'est ça la distinction à faire, c'est que c'est une seule propriété, sauf s'il y a un déménagement dans l'année, on pourra en avoir 2, mais avec tout le temps le plafond de 20 000 $ pour les rénovations. Les dépenses admissibles, alors je vous donne des exemples ici, l'achat et l'installation de rampes d'accès pour fauteuils roulants, des baignoires avec porte, barre d'appui, etc. Ce qui est non admissible, le gouvernement nous donne aussi des exemples, les travaux de réparation d'entretien annuel, les entretiens périodiques au courant pour acquérir un appareil électroménager ou électronique de divertissement, les travaux ménagers, tout ça, ça ne fait pas partie de ce crédit-là. Certains montants peuvent aussi être admissibles au crédit pour frais médicaux. Alors ça, il faut savoir que si se classe pour les deux, on pouvait réclamer les deux. À compter de 2026, on ne pourra pas. Il va falloir choisir lequel va être plus avantageux pour nous à ce moment-là. Le deuxième crédit qui est encore au fédéral, c'est le crédit pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle. Alors, le premier, je faisais des rénovations pour rendre accessible le logement. Maintenant, pour l'habitation multigénérationnelle, bien, le titre le dit, on va habiter avec quelqu'un de la famille, qui n'est pas nécessairement notre conjoint, qui est une autre personne. Ce crédit-là, il est remboursable. Donc, si je n'ai pas d'impôt à payer, je vais quand même y avoir droit. Les généralités, c'est les dépenses admissibles, c'est un maximum de 50 000 de dépenses admissibles et on va appliquer avant abattement un taux de 14,5 % pour l'année 2025. C'est quoi une rénovation admissible? Ça, c'est important. Alors, c'est une rénovation qui crée. Alors, on a la création d'un logement secondaire afin de permettre à un aîné ou une personne handicapée toujours de vivre avec un proche admissible. Alors, on va créer un logement, c'est pour vivre avec un proche admissible. J'y reviens avec ces critères-là. Le logement secondaire, là, dans l'encadré, on vous dit que c'est un logement autonome qui remplit les conditions suivantes. C'est très important, sinon on n'y a pas droit. Il compte une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos. Il satisfait aussi aux exigences locales à titre d'habitation secondaire. Donc, si vous voulez faire ça, ben informez-vous d'abord auprès de la municipalité, auprès de votre ville, est-ce que c'est permis? Maintenant, il y a de plus en plus de villes qui le permettent de créer une deuxième habitation sur un même lot de terrain.
Donc, allez voir si c'est permis, quels sont les permis que vous devrez avoir pour être capable de construire ça. Si vous ne pouvez pas le construire, ben, vous allez être dans le trouble si jamais vous essayez quand même de le faire. La ville pourrait vous dire de démolir tout ça. Alors, premier réflexe, allez voir à la ville si c'est permis de le faire. Et après ça, vous voyez bien que ce que vous voulez faire, vous allez avoir votre permis de la ville, mais il faut absolument qu'on ait une entrée privée, une cuisine, une salle de bain et une aire de repos pour que ça se qualifie pour la rénovation. Alors ici, on vous dit, c'est quoi les généralités là? Ça peut être demandé par un particulier déterminé. C'est qui le particulier déterminé? Mais il faut qu'il soit un aîné de 65 ans et plus ou une personne handicapée. Donc, moi, je suis propriétaire, je fais un logement secondaire qui respecte tous les critères, j'ai plus que 65 ans, et que j'ai dépensé, par exemple, 40 000 $, je pourrais demander le crédit. Et le particulier admissible, qui est-ce? Ben, c'est un proche admissible du particulier de moi, dans mon cas à moi. Là. Donc, ça pourrait être mon parent, mes grands-parents, mon enfant, mon frère ou ma soeur, ça peut être ces personnes-là. Alors, je m'en vais vivre avec eux dans un logement admissible qui a été transformé en logement admissible. Là. Et là, la personne propriétaire pourra demander le particulier pourra demander le crédit à ce moment-là. Les travaux de rénovation admissible, rénovation, modification à un logement admissible, donc ce n'est pas nécessairement un ajout complet, là, ça pourrait être modification à un logement, c'est de nature durable, ça fait partie intégrante d'un logement, puis c'est effectué pour permettre à un particulier déterminé de résider avec un proche admissible en établissant un logement secondaire qui sera occupé soit par le particulier ou soit par le proche admissible. Donc, si c'est moi qui est propriétaire, je peux faire un logement admissible, puis là, un deuxième logement, puis là, je pourrais l'habiter, ou ça peut être mon proche admissible qui va l'habiter sans problème, OK? Ça, peu importe qui va habiter quoi. Les dépenses qui sont admissibles, ce sont les dépenses qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles apportés à un logement qu'on veut créer, le logement admissible, vous vous souvenez de tous les critères que je vous ai donnés, qui est engagé avant la fin de la période de rénovation relativement aux travaux visés à l'année A, c'est-à-dire avant le 31 décembre si on veut les réclamer dans l'année. Puis ça représente le coût des marchandises acquises et des services reçus, donc la totalité du coût de rénovation ou de construction. N'est pas une dépense engagée ou effectuée. Alors ça, c'est important parce qu'on avait des questions aussi là-dessus. On dit que ce n'est pas accepté, c'est pour des travaux de réparation ou d'entretien annuel. Alors ça, ce n'est pas des dépenses qui font partie de ce crédit-là. Afin d'acquérir un appareil électroménager, des appareils électroniques ou de divertissement, pour des travaux ménagers, de travaux de jardinage et l'entretien extérieur. On a eu des questions spécifiques là-dessus, ça ne fait pas partie de ce crédit-là. Afin de faciliter le coût des travaux de rénovation, afin de financer, pardon, le coût des travaux, donc j'ai dû emprunter, bien, les coûts de crédit, les coûts d'intérêt, je ne peux pas réclamer ça dans ce crédit-là. Et relativement à des marchandises ou des services, si c'est rendu par des personnes liées à moi, ben, je ne pourrais pas le réclamer à moins que ces personnes-là soient des professionnels dans le domaine et qui soient inscrits dans le régime de la loi sur la taxe d'assises. À ce moment-là, ben, c'est comme si on faisait affaire avec des tiers et je pourrais avoir droit au crédit. Et bien sûr, il ne faut pas que la dépense ait été remboursée par qui que ce soit pour que je puisse réclamer ça dans mon crédit. Alors ça, c'était pour ce crédit-là. Donc, le premier crédit qu'on a regardé ensemble, c'est pour l'accessibilité. Le deuxième, c'est pour créer un deuxième logement. Et là, maintenant, c'est le crédit d'impôt pour maintien à domicile qu'on appelle aussi le CIMAD. Et ça, c'est un crédit au Québec seulement. Et c'est un crédit qui est quand même assez généreux dans certaines circonstances, dépendamment où on habite. Alors, c'est important aussi de connaître les caractéristiques. Les paramètres de 2025, c'est un crédit remboursable. Donc, même si je n'ai pas d'impôt à payer, je vais pouvoir y avoir droit. Il faut que j'aie 70 ans ou plus. Et je peux aussi obtenir des versements anticipés. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est que si, par exemple, j'avais droit à 8 000 $ de crédit d'impôt pour maintien à domicile, je pourrais demander au ministère de me le verser à chaque mois. Donc, 8 000 divisé par 12. On me le verserait à chaque mois. Je le recevrai donc et à la fin de l'année, donc l'année suivante, quand je vais faire ma déclaration de revenus, on va faire les ajustements avec les montants que j'ai reçus et le montant réel qui était éligible pour le crédit d'impôt maintien à domicile. Le taux du crédit est quand même de 39 %. Alors, vous voyez que ça peut être avantageux, 39 % des dépenses. OK? Pour une personne autonome, le montant maximal des dépenses admissibles, c'est 19 500. Donc, si j'ai une personne autonome, elle aura droit, puis elle a 19 500 de dépenses, elle aura droit à 39 % de 19 500. Et si c'est une personne autonome, c'est 25 500. Le montant est un peu plus élevé.
Alors, vous voyez que ce sont des montants non négligeables qu'il faut considérer et surtout ne pas oublier dans nos déclarations de revenus. Les paramètres, il y a des seuils de réduction par contre, sauf que les seuils de réduction ici sont plus élevés, c'est-à-dire que avant d'atteindre la réduction, la première réduction, il faut avoir un revenu plus élevé que dans les autres crédits que Chantal vous a montré tantôt. Alors, la première situation, c'est qu'on a une personne seule autonome ou un couple composé de personnes autonomes. Vous vous souvenez qu'elles ont 70 ans et plus, OK? Le seuil, c'est que si on fait en bas de 71 010 $, il n'y aura pas de réduction. Si on fait plus que 71 010, il va y avoir une réduction de 3 de la différence. Et si on dépasse 115 000, on va avoir une réduction supplémentaire de 7 pour la différence. Entre, mettons, 140 000 et 115 000, bien, il y aura une diminution. Pour les personnes seules non autonomes ou couples composés d'au moins une personne non autonome, bien là, les seuils, bien sûr, ils vont moins récupérer parce que ces gens-là, il y a une personne qui est non autonome, donc a besoin de plus de services. Alors, ce que le ministère considère, c'est que le 3 de la partie qui dépasse 71 000, on va le récupérer, mais pour l'excédent, ça va être 4 des dépenses admissibles au lieu du 7, donc ça va être beaucoup moins élevé. Là, ça ici, c'est un peu petit, OK? Peut-être que vous le voyez plus gros, là. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est ça dépend où est-ce qu'on demeure. OK? Alors, on va voir dans chacun où est-ce qu'on demeure, dans chacun des endroits où on demeure, qu'est-ce qu'on a droit. Là, je vais être obligée d'approcher parce que je ne vois pas grand-chose. Si je suis dans un établissement de santé, ici, on vous mentionne centre hospitalier, CHSLD public ou privé. Centre hospitalier, c'est plutôt rare qu'on demeure là à long terme, OK? On voit plus des CHSLD publics, CHSLD privés. Des centres de réadaptation. Alors, si on est dans on demeure là, OK? Alors, on vous dit dans la deuxième colonne quels sont les services admissibles. Alors, il s'agit des services qui ne sont pas fournis par l'établissement. Alors, si l'établissement ne fournit pas ces services-là, on va pouvoir aussi ajouter ça dans notre demande de CIMAD, là, notre crédit de maintien à domicile. Alors, les services d'aide à l'habillage et à l'hygiène, les services infirmiers, les services d'entretien de vêtements, les services de soutien civique. Mais ça, il ne faut pas que ça soit déjà fourni par l'établissement. Si c'est déjà fourni, vous ne pourrez pas les réclamer. Exemple, dans les CHSLD, on a déjà les services infirmiers, on a déjà les services d'entretien de vêtements, donc c'est déjà compris dans le loyer qu'on paye si on paye un loyer dans les CHSLD. Par contre, si j'avais besoin, je suis dans un CHSLD, les services infirmiers sont compris, mais j'ai droit, par exemple, à un bain par semaine et que là, je paye les services pour avoir un deuxième bain, mais ce deuxième bain-là va faire partie de la possibilité de réclamer dans le CIMAD. Okay? Donc, il faut vraiment savoir où est-ce qu'on demeure et quels sont les services qu'on paye ou qu'on ne paye pas. Les services non admissibles, bien là, ce que je vous expliquais, c'est les services rendus par l'établissement de santé pour lesquels l'aîné, je paye déjà à l'intérieur de mon loyer ou si je ne paye pas de loyer parce que je n'ai pas suffisamment de revenus, bien, c'est déjà fourni. De toute façon, je ne paye rien, donc je ne pourrais pas rien réclamer. Ce qu'on nous demande souvent aussi, les services rendus par un coiffeur, une coiffeuse, ça, c'est pas éligible au CIMAD. OK? Puis les services par un membre d'un autre professionnel autre que les infirmiers et infirmières, ce n'est pas aussi autorisé dans le CIMAD. Exemple, un massothérapeute, ce n'est pas autorisé dans le CIMAD. Maintenant, si je vis dans un immeuble en copropriété, je suis copropriétaire, OK, d'un condo. Alors, à ce moment-là, ce qui va être très important, c'est que le syndicat de copropriété va vous remettre un formulaire que le syndicat va avoir complété et là-dedans, on a toutes les dépenses de la copropriété pour l'entretien des terrains, le déneigement, tout ça. Et à la fin du formulaire, on va vous dire quelle est la portion qui revient. Par exemple, vous avez 3,2 % de ces dépenses-là et c'est ça qui est éligible au CIMAD. Okay? Alors, ça, vous allez le recevoir. Mais après ça, c'est pour l'entretien du bâtiment, etc., annuel du bâtiment. Mais après ça, si vous êtes quand même en condo, puis que là, vous avez les services d'une infirmière, des services d'entretien ménager, toujours avec des factures, hein, bien sûr, vous pourrez réclamer ça dans le CIMAD. Et les services non inclus, c'est les dépenses engendrées pour des travaux de construction, de rénovation, de réparation. Ce n'est pas admissible dans le CIMAD, mais on a vu ensemble que ça peut être admissible dans d'autres crédits d'impôt, mais pas à l'intérieur du CIMAD. Alors là, on a vu CHSLD, on a vu condo. Maintenant, si je suis dans un immeuble à logement, je suis locataire. Qu'est-ce que je peux réclamer? Bien là, à ce moment-là, c'est le loyer. Alors, il y a un minimum de loyer. 600 $, je pourrais réclamer
5 du loyer avec un minimum de 600 $. Alors, si par bonheur, je payais 500, ça va être quand même un minimum de 600. Et il y a un maximum de 1200. Alors, si je paye 1400, ça va être un maximum de 1200. Alors, c'est 5 fois le maximum de 1200 fois 12 mois. C'est le montant que je pourrais réclamer pour le loyer. Donc, c'est pour l'entretien de la bâtisse. Pas de la bâtisse, mais l'entretien, le déneigement, tout ça, l'extérieur, tout ça, le ministère considère qu'il y a un 5 du loyer qui devrait correspondre à ça. Alors ça, je peux le réclamer automatiquement. Et après ça, les autres services, bien, si je suis là en logement, puis que je me paye, par exemple, le nettoyage de la maison, une infirmière qui vient à la maison, tant que j'ai les factures, je pourrais mettre ça aussi dans le CIMAD. OK? Le dernier, c'est la maison. L'avant-dernier, je suis propriétaire de ma maison. Et là, je veux réclamer un crédit d'impôt pour maintien à domicile. Bien, là encore, ça va être les frais de déneigement, les frais de faire le gazon, etc. Je peux tout réclamer ça toujours, je vous répète toujours en fonction que j'ai bien les factures en main pour être capable de réclamer. Et après ça, bien, j'ai des soins infirmiers, tout ça, je pourrais réclamer de la même façon. Et si je suis en résidence privée pour aînés, une RPA. Et là, dans le loyer, bien là, il faut aller voir aussi le formulaire. Vous allez voir sur l'annexe dans la déclaration de revenus au Québec. Vous allez voir, ils vont dire, est-ce que dans votre loyer, est-ce que vous avez des repas d'inclus? Donc, si oui, est-ce que c'est le déjeuner, dîner, souper ou c'est seulement un des trois? Est-ce que l'entretien des vêtements aussi, la lessive, elle est fournie? Alors, tout ça est compté et le logiciel va vous faire le calcul automatiquement. Qu'est-ce que vous avez droit? Alors, ça, c'est quand on est dans une RPA. Et ça aussi, comme je vous ai dit, celui-là vaut la peine de demander le crédit anticipé, là, le recevoir à chaque mois parce que le coût du loyer dans une RPA est quand même assez élevé. Et donc, une grande proportion du loyer est admissible au crédit d'impôt pour maintien à domicile. Fait qu'à ce moment-là, ça serait avantageux de demander le crédit anticipé. Et après ça, si je fais des dépenses supplémentaires à mon loyer, bien, ces dépenses-là devront se qualifier pour les fins du CIMAD. Donc, je paye une infirmière supplémentaire, j'ai toujours la facture, bien, je pourrais le réclamer dans le CIMAD. Luce? Oui. Si tu me permets, bien sûr. Au niveau de la maison, on avait eu une question d'un participant qui demandait si je faisais neiger mon chalet, est-ce que ça pourrait être des frais admissibles? Je voulais préciser à la personne que là, ça nous parle de la maison et la maison, c'est le lieu principal de résidence. Donc, comme votre chalet n'est pas votre lieu principal de résidence, il ne sera pas possible de réclamer les frais de déneigement dans un contexte comme celui-là, à moins que le chalet soit votre lieu principal de résidence, là, je suppose que non. Il faut que ce soit, quand c'est à votre maison, que ce soit votre lieu principal de résidence. On avait aussi une autre question en lien avec le CIMAD. Et ça, tu l'as bien nommé. Tu as dit, ben, écoute, il faut avoir 70 ans. Quelqu'un pose la question, oui, mais si j'ai 65 ans et que je suis handicapé, est-ce que j'ai quand même le droit? Ben, la réponse, c'est non, c'est vraiment 70 ans. Fait que on en profite juste pour faire ces petites clarifications-là. C'est tout. Merci. Merci Chantal. Puis peut-être que je pourrais vous préciser tout de suite, vu que j'ai parlé des CHSLD, on a eu une question en disant quand je suis dans un CHSLD, c'est quoi, comment c'est considéré au niveau fiscal? Alors, la première chose, pour vous dire, quand on est admis dans un CHSLD, on aura un loyer à payer, dépendamment du revenu et des biens qu'on détient. Okay? Et pour savoir quel est le montant de loyer qu'on a à payer dans un CHSLD, je vous référais au site de la RAMQ. Il y a une simulation, il y a un simulateur qui est là et ça vous permet de savoir, en mettant tous vos revenus, tous vos avoirs, quel serait le loyer que vous auriez à payer. À titre d'exemple, le loyer maximum en 2025, là, je pense bien, c'est 2242,20 par mois. Là, pour une chambre privée, une chambre semi-privée, c'est 1872,90 par mois. Alors, les gens me disent, par exemple, à 2242, si j'ai à payer le maximum, fois 12 mois, bien, ça revient à 30 000 $ ou à peu près par année, c'est beaucoup. Oui, on peut convenir que c'est beaucoup, mais il faut savoir quelque chose, c'est que quand on paye ça, bien, ça inclut tous les repas, ça inclut la lessive, les soins, les produits d'hygiène, ça comprend tout ça. Le contribuable ne paye plus d'assurance médicaments, ne paye plus ses médicaments, puis il ne paye plus de contribution au service de santé aussi sur ses autres revenus s'il en avait. Et il faut savoir aussi que le loyer payé à un CHSLD est considéré comme des frais médicaux.
Alors, vous pouvez ajouter ça dans votre annexe de frais médicaux, le loyer total payé dans un CHSLD. Donc, en bout de ligne, ça va réduire de beaucoup l'impact sur la personne. Alors, le crédit d'impôt, ici, le même tableau, un petit peu comme Chantal vous le montrait tantôt pour les autres crédits. Et là, on voit le montant du crédit à 15 000 ou 7 000 et on voit qu'il réduit au fur et à mesure le seuil de réduction, mais vous voyez que les seuils de réduction, c'est 204 000 ou 300 quelques mille. Donc, avant qu'on perde complètement ce crédit-là, il faut qu'on ait des revenus familiaux qui sont très, très élevés. Donc, l'objectif du gouvernement en faisant ça, c'est vraiment dire, on veut vraiment que les gens, on veut vraiment aider à ce que les gens demeurent dans leur résidence le plus longtemps possible ou dans un logement ou dans un RPA plutôt que d'avoir recours aux services du gouvernement, dans le CHSLD, par exemple. Alors, je vous mets ici les crédits, les liens utiles. Vous avez sur le site de la Chaire et vous avez sur le site de Revenu Québec, puis vous avez les simulateurs aussi où vous pouvez rentrer vos dépenses, puis on va vous dire aussi quel est le montant de crédit auquel vous avez droit. On va vous poser des questions dans quel genre d'habitation vous êtes, etc. Et là, ça va vous permettre d'estimer le crédit. Un autre crédit, encore juste au Québec, crédit d'impôt pour frais engagés pour maintenir son autonomie. Alors, je vous donne rapidement les critères, puis on y revient. C'est un paramètre de 2025, c'est un crédit remboursable, ça s'applique aux 70 ans et plus, le taux du crédit est à 20 %, il y a une franchise de 250 $, puis la dépense engagée pour l'achat, location, l'utilisation de biens admissibles dans le lieu principal de résidence. Ça, c'est les principaux critères, puis on y revient. Alors, les dépenses admissibles. C'est pour avoir les dispositifs de télésurveillance centrés sur la personne, les mesures à distance de différents paramètres psychologiques ou de suivi à distance de la prise de médicaments. Le dispositif de repérage d'une personne par un système de localisation GPS. Un bien ayant pour objet d'aider une personne à s'asseoir sur une cuvette ou s'en relever ou entrer dans une baignoire ou une douche ou en sortir. Des baignoires à porte ou une douche de plein pied. Un lit d'hôpital. Alors, vous voyez qu'on a vu ça aussi un petit peu au niveau du fédéral. Là, je vous parle du Québec. Alors, si je suis dans ces dépenses admissibles-là, je peux prendre ces dépenses-là en considération. Alors, la suite, le fauteuil monté sur rail ayant pour unique fonction de permettre à une personne de monter ou descendre mécaniquement un escalier, un système d'avertissement destiné aux personnes malattendantes, des prothèses auditives, les déambulateurs ou une marchette, des cannes ou béquilles, un fauteuil roulant non motorisé. Je ne sais pas pourquoi le non motorisé, mais c'est écrit non motorisé. Alors, les dépenses ne doivent pas avoir servi au calcul d'un autre crédit, donc il ne faut pas que ça serve pour les frais médicaux aussi. Donc, on a le choix entre les deux, on va regarder lequel est le plus avantageux. Le taux du crédit est de 20 %. Le premier 250 $ est non admissible au crédit. Et le crédit d'impôt à l'égard des frais engagés par une année pour un séjour dans une unité de transition de récupération fonctionnelle, ça peut aussi faire partie de ça. C'est quoi ça? C'est, par exemple, vous avez eu un accident, vous avez été opéré, par exemple, on a changé votre hanche, puis là, vous allez dans un endroit de transition, de récupération. Donc, ça s'appelle la récupération, unité transitoire de récupération fonctionnelle. Et vous êtes là, c'est un hébergement temporaire, et vous êtes là pour reprendre vos forces, tout ça, de réadaptation. À ce moment-là, ça pourra aussi faire partie du crédit. Mais ce qu'on nous dit, c'est un séjour maximum de 60 jours qui est accepté, mais on peut avoir plus qu'un séjour par année. Alors, si j'ai 2 séjours, un de 70 jours puis un de 35, le premier est limité à 60 jours pour les frais, donc ce que je paye des loyers, etc., pour tout ça. Et le deuxième à 35 jours, lui, en totalité, je pourrais le réclamer. Et on y va avec Sophie. Sophie est là, oui. Oui. Donc, je prends le contrôle. Donc, moi, j'y vais avec le crédit d'impôt pour la prolongation de carrière. Donc, ce crédit-là, tout d'abord, c'est un crédit d'impôt qui est non remboursable, qui est non transférable ni reportable. Ça veut donc dire que si le contribuable n'est pas en mesure de l'utiliser au complet dans l'année, il ne peut pas le transférer à son conjoint, il ne peut pas non plus le garder en banque pour une autre année. À quoi il sert ce crédit-là? Donc, c'est une mesure qui a pour but d'éliminer de l'impôt à payer sur une partie du revenu de travail des travailleurs expérimentés. Dans le fond,
afin d'inciter les aînés à demeurer sur le marché du travail ou peut-être même à y retourner. C'est un taux de crédit, le taux du crédit est de 14 % et il va s'appliquer sur ce qu'on appelle le revenu de travail admissible. Donc, le revenu de travail admissible, c'est quoi? C'est le salaire ou le traitement ou autres gratifications qui proviennent d'une charge ou d'un emploi. Ça peut viser aussi le revenu de travailleur autonome, donc revenu net d'une entreprise exploitée activement par le particulier. Donc, si on est travailleur autonome, ça va être visé. Par contre, dans les conditions, lorsqu'on est employé, il ne faut pas avoir de lien de dépendance avec l'employeur, ce qui a pour effet que si on est un particulier qui est incorporé, comme un professionnel qui a incorporé sa pratique, bien, malheureusement, dans ce cas-là, ça ne donne pas accès là, au crédit d'impôt parce qu'on on a un lien de dépendance avec l'employeur parce qu'on est l'actionnaire de notre propre société. Il y a plusieurs modifications en 2025 à l'égard du crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Donc, premièrement, l'âge d'admissibilité a été haussé. Donc, elle est haussée à 65 ans. Ça veut dire que l'année dernière, les personnes qui étaient âgées entre 60 et 64 ans pouvaient demander le crédit d'impôt pour prolongation de carrière, mais maintenant, il faut avoir au minimum 65 ans pour pouvoir le demander. Le montant de l'exclusion des premiers dollars a lui aussi été haussé, donc de 5 000 à 7 500. C'est un montant qui va être indexé annuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, ça veut dire que le premier 7 500 là, de revenu de travail n'est pas considéré là, pour le calcul du crédit. Et le montant maximum de revenu de travail qui est admissible sur lequel le crédit d'impôt est calculé, bien, lui, a été bonifié de 11 000 à 12 500. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Dans le fond, pour avoir le maximum du crédit, ça prend en fait un revenu de 20 000 $, donc le 12 500 plus le 7 500 qui n'est pas considéré dans le calcul. Donc, lorsqu'on atteint ce revenu de travail admissible-là, bien, on a le montant maximum de crédit. On va voir tantôt là, un petit graphique. Il y a un seuil de réduction au crédit. Par contre, le seuil ne commence pas, donc le montant de crédit n'est pas réduit tant qu'on n'atteint pas un montant de 56 500 qui va être indexé annuellement. Par contre, ce qu'il faut vraiment comprendre, là, la petite twist dans ce calcul-là, donc le crédit se calcule sur le revenu de travail admissible, donc le revenu d'emploi. Mais la réduction, elle se calcule sur le revenu net, mais le revenu net de toute provenance. Ça veut dire que quelqu'un qui a du revenu de travail et du revenu de retraite, donc on va considérer uniquement le revenu de travail pour calculer le montant de crédit, mais pour voir s'il y a une réduction, bien là, on va venir considérer le revenu net total, ce qui peut inclure, dans le fond, le revenu de retraite. Le taux de réduction a également été haussé de 5 % à 7 %. Et là, je vais vous montrer pour un petit graphique qui va malheureusement être brouillé. Donc, vous avez là, ici la petite ligne en bas, là, ça nous amenait jusqu'à, dans le fond, le premier 7 500 ne donne pas droit au crédit d'impôt. Ensuite, on a le droit au crédit et on atteint le plein montant de crédit lorsqu'on atteint un revenu de travail de 20 000 $. Et comme vous pouvez voir, là, tant que notre revenu total n'atteint pas le 56 500, on a droit au plein montant de crédit qui donne 1 750 $ de crédit. Et ensuite, on a là une seuil de sortie, puis je vais aller voir sur mon ordinateur. Donc, à 81 500, là, lorsqu'on atteint notre revenu, le revenu de toute provenance atteint 81 500, notre revenu net de toute provenance, bien là, malheureusement, on perd l'entièreté du crédit. Maintenant, le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés, donc crédit d'impôt provincial, crédit d'impôt qui est remboursable. L'objectif, dans le fond, c'est vraiment de venir aider les aînés qui ont des revenus modestes. Et comme c'est un crédit d'impôt remboursable, bien, cette mesure-là, là, elle profite davantage aux aînés qui n'ont aucun impôt à payer. Les critères d'admissibilité
faut avoir atteint 70 ans à la fin de l'année. Et on vise les citoyens canadiens ou les résidents permanents ou temporaires, ainsi que les personnes qui sont protégées au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La valeur du soutien, donc le montant qui n'est pas indexé par contre, c'est de 2 000 $ par aîné admissible. Et c'est un crédit qui peut être partagé entre les conjoints ou qui peut être réclamé par un seul des membres du couple. Et là, vous avez ici le petit tableau que j'avais pour vous présenter le tout. Donc, je vais essayer d'être claire avec tout ça. Donc, si on est en présence d'un aîné seul de 70 ans ou plus, dans le fond, on a accès ici là, à notre montant remboursable de 2 000 et on commence à avoir une réduction du crédit lorsque le revenu atteint 27 835 et le seuil de sortie, donc il est ici, on va perdre la totalité de ce crédit-là lorsqu'on atteint 64 872 $ de revenus. Si on est un couple dans lequel on a un seul aîné de 70 ans, donc c'est toute notre ligne jaune, donc notre seuil de réduction va commencer à 45 270 et on va perdre la totalité du crédit à 82 307 $. Et si on est un couple où les deux ont droit au crédit, donc on voit on est à un crédit de 4 000, bien, notre seuil de réduction débute à 45 270 et on va perdre la totalité du crédit lorsque les revenus vont atteindre 119 344 $. Donc, c'est un crédit qui peut faire là, une bonne différence là, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus ou qui ne paient pas d'impôts. Maintenant, autre crédit compliqué que je vais essayer de vous démêler. Je m'excuse juste avant que t'avais-tu moi, non, je n'ai pas besoin du graphique. Encore une fois, on a reçu une question à m'est adressée ce matin. La question portait sur le crédit pour les activités des aînés. OK? Et ce crédit-là, il a été aboli. La personne dit il y avait un crédit pour les activités des aînés, par exemple, quand je joue au quai, on me donnait un reçu. Bon, j'avais 70 ans, il semble que le crédit n'existe plus. Effectivement, le crédit pour activité des aînés n'existe plus depuis 2023, si je ne m'abuse. Et la personne dit, est-ce qu'il a été remplacé par autre chose? Parce que, je pense que HR Blog dit que ça existe encore, mais non, le crédit n'existe plus. Ce que je voulais souligner, c'est justement dans le gouvernement, il y a quelques années, puis là, Luc, tu me corrigeras si je ne suis pas bonne dans mes années, là, il y a quelques années, je pense que c'est justement en 2023, ils ont augmenté le soutien aux aînés. Le gouvernement du Québec a donné un montant plus important en disant on va enlever les petits crédits à côté, donc le crédit pour les activités des aînés. Donc, c'est pour ça, là, je souhaitais intervenir à ce moment-là. Il est remplacé, en fait, il est bonifié, il est inclus maintenant dans le soutien aux aînés. Donc, votre salon de quai qui remet encore des reçus parce que pour mettre dans vos impôts, ça donne maintenant plus rien, c'est intégré au soutien aux aînés. Donc, c'était le commentaire que je voulais faire. Chantal, tu as 100% raison, sauf 2022 au lieu de 2023. Donc, dans le fond, ça a été promis en 2022, puis ils l'ont fait pour toute l'année 2022. Donc, effectivement, à titre informatif, le soutien aux aînés n'existait pas en 2018. Il a commencé à 200 $. Il a été bonifié à 400 en 2020 ou 2021. C'est moi qui hésite sur l'année. Et lors des élections de 2022, on a promis de le bonifier à 2 000 $. Et comme Sophie l'indique, le 2 000 $, cependant, n'est pas indexé, mais il est beaucoup plus gros que les petits montants qu'il y avait auparavant. Parfait, merci. Sophie, je te redonne la parole. Parfait. Donc, maintenant, on va poursuivre avec le crédit d'impôt provincial pour les personnes aidantes. Donc, c'est, comme au fédéral, là, une mesure qui vise à reconnaître le geste social que les personnes aidantes font là, à l'égard d'un proche et, dans le fond, leur donner un soutien financier à cet égard-là. Il y a 2 volets au crédit d'impôt provincial. C'est un crédit d'impôt qui est remboursable. Le premier volet va être applicable lorsque la personne qu'on aide, c'est une personne de 18 ans et plus
qui est atteinte d'une déficience grave et prolongée et qui a besoin d'une assistance pour accomplir une activité courante de la vie quotidienne. Le volet 2, lui, il va s'appliquer lorsqu'on aide un proche de 70 ans et plus, mais le volet là, déficience n'est pas obligatoire. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour le volet 1, dans le fond, il y a deux parties du volet 1. Premièrement, il y a le volet 1 avec cohabitation. Donc, s'il y a une cohabitation entre la personne aidante et la personne aidée, bien, il y a un premier crédit de 1 494 $ qui est non réductible. Donc, on y a droit au complet, peu importe le revenu. Et lorsqu'il y a cohabitation, bien, on va venir doubler le crédit. Donc, on va avoir une deuxième fois droit au montant de 1 494, mais cette portion-là, elle, par contre, il y a un seuil de réduction là, qui commence à 26 520 de revenus et qu'on va perdre au complet lorsque le revenu atteint 35 858. Si il n'y a pas de cohabitation. Donc, on prend soin d'une personne de 18 ans et plus qui est atteinte d'une déficience grave et prolongée, mais on ne cohabite pas ensemble. À ce moment-là, on a le droit une seule fois au montant de 1 494 $ et lui aussi, il est affecté là, par un seuil de réduction. Si on est plutôt qualifié de personne aidante pour un proche de 70 ans et plus, bien à ce moment-là, il y a un seul montant de 1 494 $ qui n'est pas réductible, mais pour y avoir droit, il faut vraiment qu'il y ait une cohabitation. Et là, on va aller à l'écran suivant. Donc, vous voyez ici, on revient vous résumer là, les paramètres entre le volet 1 et le volet 2. Donc, puis il y a des différences là, au niveau des personnes aidées. Donc, caractéristiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, le volet 1, la personne qu'on aide doit être une personne de 18 ans et plus qui est atteinte d'une déficience grave et prolongée et il y a une attestation de déficience qui doit être complétée à cet égard-là. Tandis que pour le volet 2, personne de 70 ans et plus, mais la déficience n'est pas, on n'a pas là, à avoir de déficience à cet égard-là. Ensuite, il y a aussi l'identité de la personne aidée, qu'il y a des différences entre les deux. Donc, dans le volet 1, ça peut être conjoint, père, mère. Donc, vous avez toute la liste, là, conjoint, père, mère, grand-père, grand-mère, enfant, petit-enfant. Donc, on se rend là, oncle, tante, neveu, nièce. Et ça peut aussi être une personne avec laquelle on n'a pas de lien familial, mais on doit venir attester qu'il y a vraiment une implication réelle de la personne aidée et il y a un formulaire aussi qui doit être complété à cet égard-là. Pour le volet 2, vous avez encore toute la liste là, que je ne vous nommerai pas verbalement, mais je veux juste attirer à votre attention que le conjoint, enfant, petit-enfant, neveu, nièce, frère et sœur de l'aidant ou de son conjoint ne font pas partie là, des personnes qui nous donnent droit au crédit dans le cadre du volet 2. Dans les deux situations, la période d'aide doit être de 365 jours consécutifs ou d'au moins 183 jours pendant l'année, sauf si le décès là, durant l'année. Il est possible de partager le crédit s'il y a plus qu'une personne aidante, donc, mais il faut que chacune des personnes aidantes ait cohabité avec la personne aidée pendant au moins 90 jours. Et autre restriction importante, la personne aidée admissible ne doit pas habiter dans une résidence pour aînés ou dans une installation du réseau public. Donc, ici, vous avez encore là, en graphique là, un peu la représentation là, des crédits. Donc, le plus facile, le volet 2, qui n'est pas réductible si on aide une personne de 70 ans et plus avec laquelle on cohabite. Donc, vous avez ici là, en orange notre crédit qu'on a droit au complet. Si on est dans le volet 1 avec cohabitation, donc on a 2 fois le crédit qui est ici en haut. Il y a un étage du crédit qu'on ne perdra jamais, mais pour le deuxième volet, donc il y a une réduction là, en fonction des revenus, donc à partir de 26 520 $ et qu'on va perdre là, au complet lorsqu'on atteint là, un 35 858.
Dans le cadre toujours dans notre cadre du crédit d'impôt pour les personnes aidantes, on est possible d'avoir une aide supplémentaire. Donc, si on est dans le cadre du volet 1 avec cohabitation et que la personne aidante a payé des frais de répit qui se qualifient de service spécialisé de la relève, on va voir après, service spécialisé de relève, on va voir à l'autre diapositive qu'est-ce qu'on vise par ça. Donc, je suis la personne aidante, j'ai payé quelqu'un ce qu'on appelle des frais de répit qui se qualifient de service spécialisé de relève. Et c'était comme on est dans le volet 1, donc c'était pour nous aider face à une personne qui a une déficience grave et prolongée, mais on peut avoir droit à une aide supplémentaire qui est de 30 des frais payés pour les services spécialisés de relève jusqu'à un maximum de 5 200 $. Et quels sont les services spécialisés de relève? Qu'est-ce qu'on vise par ça? Donc, c'est des services de soins à domicile et ça peut couvrir là, la garde et la surveillance. Ces services-là doivent toutefois être fournis par une personne qui a un diplôme reconnu. Et là, qu'est-ce qu'on entend par diplôme? Là, on ne les a pas tous listés, mais je suis allée voir. Donc, à titre d'exemple, ce qu'on entend par diplôme reconnu, là, c'est dans la loi de l'impôt du Québec, un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne à domicile, un diplôme d'études professionnelles en assistance familiale ou sociale, assistance à la personne en établissement de santé, assistance aux bénéficiaires. Donc, c'est tous des diplômes qui existent. Et naturellement, ça inclut aussi les diplômes d'études collégiales en soins infirmiers, baccalauréat en sciences infirmières et tout autre diplôme qui permet à un particulier d'agir à titre d'aide familiale, d'aide de médecin à domicile, d'auxiliaire familial et social, d'aide infirmier et d'aide soignant. On comprend donc que ce n'est pas juste un service de relève d'aller chercher un membre de la famille qui nous donne un break. Il faut vraiment aller chercher quelqu'un qui est reconnu, qui a un diplôme reconnu selon ce qui est listé par revenu dans la loi provinciale. Et toutefois, par contre, la personne peut être l'employé de l'aidant naturel, un travailleur autonome ou une personne qui travaille pour une autre entreprise. Séparation involontaire, donc c'était notre dernier point, si je ne me trompe pas. Pourquoi je viens vous parler de séparation involontaire? Bien, ça peut arriver donc lorsqu'on a un aîné qu'à un moment donné, à cause de problèmes de santé ou de perte d'autonomie, il y a une séparation involontaire du couple. Et il faut savoir que cette séparation involontaire-là peut parfois donner accès à des montants supplémentaires au niveau du supplément de revenu garanti et du crédit d'impôt sur la solidarité. Donc, pour entrer dans ce concept de séparation involontaire, le couple doit être séparé physiquement, donc on ne vit vraiment plus sous le même toit, mais ça ne doit pas être à cause d'une rupture ou d'un divorce. Donc, il faut vraiment que ce soit pour des raisons hors du contrôle, comme une maladie. La séparation, elle n'a pas besoin d'être obligatoirement permanente et s'il y a reprise de vie commune par la suite, là, on va juste atteindre la séparation involontaire, va être annulée, puis on va refaire les calculs. Pour pouvoir profiter, si on peut dire, du concept de séparation involontaire, il faut être âgé de 65 ans et plus, qu'au moins une des deux personnes du couple soit atteinte de 65 ans et plus. Il faut comprendre que ça n'entraînera pas de changement dans le calcul de l'impôt à payer. Donc, d'un point de vue légal, on est toujours un couple, il n'y a pas de séparation. Donc, au niveau de l'impôt à payer, on est toujours considéré comme un couple, mais c'est vraiment au niveau du calcul du supplément de revenu garanti que là, on va revenir faire un calcul comme si la personne n'était plus en couple, donc était célibataire. Et il est possible d'avoir un calcul rétroactif qui va reculer jusqu'au mois suivant la séparation involontaire. Comment on fait pour procéder? Donc, on vous a mis ici, donc ça peut se faire par la poste, en personne, par téléphone ou en ligne pour venir déclarer la séparation involontaire. Vous avez des numéros de formulaires à compléter pour avoir plus de détails à cet égard-là. Et du côté du crédit d'impôt pour la solidarité, on peut également demander un ajustement dans un contexte de séparation involontaire. Si le conjoint habite dans un
CHSLD, il faut comprendre que c'est juste la composante TVQ là, qui pourra être obtenue. Et pour le crédit d'impôt pour la solidarité, donc vous avez ici là, l'adresse, si on veut communiquer par la poste pour faire part du changement, ou le numéro de téléphone où on peut appeler là, pour enclencher le tout. Et donc, ben, écoute, ça faisait déjà le tour de ce qu'on voulait discuter. Donc, Luc, je vais te laisser le mot de la fin. Parfait. Ben, j'en profiterai pour dire effectivement merci à Chantal, Luce et Sophie pour cette présentation des mesures fiscales, à Caroline qui a préparé le tout mais qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et ben, à vous tous d'avoir été aussi nombreux. J'espère que cela vous a plu. Je répète que si vous le souhaitez, vous pouvez revoir. Dans les prochains jours, on va mettre en ligne le lien pour réécouter la capsule. Vous allez avoir accès également à la présentation qui n'aura pas le petit flou qu'on a vécu là, dans les images. Et vous pourrez également consulter les capsules dont je vous parlais en début de présentation, ainsi que l'événement d'hier qu'on a fait sur les nouveautés fiscales. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite bonne saison des impôts et au plaisir de vous retrouver dans d'autres activités. Au revoir.